Bonjour et merci d'être venu à la présentation de cet ouvrage collectif, Les habits neufs de l'Empire, guerre et des informations dans l'Est du Congo, des éditions Aviso. C'est un ouvrage collectif de laquelle je me suis occupé au niveau de la direction. Et c'est surtout un recueil d'articles, de dépêches qui sont parus à partir, il me semble, de mai 2013 dans l'agence d'information. Donc, quelque part, cet ouvrage, de laquelle je dois citer tous ceux qui ont collaboré, c'est Michel Citban, qui a fondé avec moi l'agence d'information, Elmemei Murangwa, qui est aux États-Unis, Antoinette Kankindi, c'est une chercheuse internationale qui est établie à Nairobi, et une autre journaliste, Angelina Bella, qui se trouve quelque part en République démocratique du Congo. Dans l'agence, on avait fait un pari, celui d'essayer de donner une information objective et dépassionnée sur les événements du Kivu. Les événements du Kivu, qui ne sont pas des événements intemporels, dans le sens qu'au Kivu, il y a une crise, une très très longue crise, qui a démarré en 1994 avec l'arrivée des réfugiés Hutus dans les camps dans lesquels se sont par la suite installés, exfiltrés par les militaires français de l'opération turquoise, les responsables du génocide au Rwanda. Donc nous, on a essayé pas de faire le point sur cette crise, mais de suivre à partir de ce moment-là cette crise et tous les acteurs qui sont au fur et à mesure intervenus, parce qu'à ce moment-là, quand l'agence d'information est née, une brigade d'intervention allait s'installer suite à la résolution 2098 des Nations Unies. Donc on allait suivre un peu ces événements pour voir comment allait se dérouler celui que c'est un tournant, ça a été pratiquement un tournant dans l'histoire des Nations Unies. C'est-à-dire établir une brigade offensive et qu'on va impliquer dans les combats entre les deux parties belligérantes. Donc, quelque part, ces livres et aussi, on peut aussi les considérer comme un premier bilan d'un travail qui a duré environ 1 an et demi. Là, au niveau de l'agence, on a passé une période de restructuration qui va bientôt terminer. On va recommencer à partir de la fin de cette dépêche, de cette semaine, justement, avec les dépêches. Une chose qu'on peut déjà dire, je cite simplement les titres des choses qui nous intéressent, c'est qu'à travers ce qu'on a pu observer, à travers la dynamique de la crise, le déroulement des événements, les replis du M23, par la suite, après les replis du M23, la persistance de plus en plus agressive des groupes armés dans le nord et dans le sud Kivu, malgré les entendements de base qui font partie de la résolution 2098, selon laquelle, suite à la première intervention contre l'M23, on se serait attaqué aux autres groupes armés, en premier aux FDLR et ensuite à tous les autres, qui sont très 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 nombreux, que par contre ils ont continué à agir et à commettre des atrocités contre les populations civiles. Donc ces premiers bilans met en évidence que l'appareil onusien a changé de nature. Donc à mon avis, on est des journalistes, mais aussi on est des hommes de conviction et des gens qui font des analyses. Les caractères neutres, les principes de neutralité des Nations Unies est mis en discussion. Les Nations Unies sont devenues un élément belligérant parmi les autres. Donc la mission de paix n'est plus une mission de paix, ça va être une mission de guerre.
ça me fait penser aussi à une petite phrase que je peux citer d'un ouvrage qui est pas mal connu, qui s'appelle L'Empire de Désauterre, dont l'un des c'est un compatriote à moi qui s'appelle Tony Negri, qui dit l'Empire, c'est-à-dire cette nouvelle forme de gouvernance mondiale dont les Nations Unies font partie, prêche la paix. L'Empire, il se bat pour la paix, mais son action baigne dans le sang. Maintenant, malheureusement, avec ce qu'on a vu au Kivu, la chose, elle est vraie. Mais ça fait partie d'une analyse qu'on doit continuer à faire, d'un travail d'observation sérieux qu'on doit continuer à développer dans ces scénarios et dans les autres aussi, parce que je pense que dorénavant, on ne pourra plus analyser la crise du Kivu, qui malheureusement n'est pas finie, sans donner un coup d'œil général aux interventions en Afrique. Dans le Sahel, en Afrique centrale, bientôt au Cameroun, malheureusement, et ainsi de suite. La deuxième chose de laquelle je voulais parler, c'est l'histoire de l'information. Alors, comment donner l'information dans ces cadres? Ça, c'est un problème très sérieux, parce que dans ces cadres dans lesquels toutes les forces sont convoitées à assumer un point de vue particulier, les moments où les Nations Unies deviennent une force belligérante, c'est sûr qu'on invite les opérateurs de l'information à soutenir, et ça fait partie un peu de la théorie aussi, d'une sorte de doctrine qui est en train de se faire, de soutenir l'action des forces qui, soi-disant, qui mènent les guerres justes. Qui mènent les guerres justes et qui mènent les guerres contre les fauteurs des troubles, etc., etc. Donc le problème de l'indépendance des médias est en question. Il faut faire, à ce moment-là, il faut faire la part des choses entre tout ce qui est communication et tout ce qui est information. Et on remarque, je ne suis pas le premier à parler de ça, parce qu'à propos de la guerre en Irak, on a parlé d'armes de manipulation massive. Et les armes de manipulation massive ont été mis en fonction aussi à travers un travail spécifique fait par les médias. Ça, c'est indiscutable. Donc, si on n'a pas envie de faire partie des armes de manipulation massive qui peut dresser l'opinion publique contre tel ou tel autre belligérant, mais donner l'information, le travail doit être différent. On ne peut pas se limiter. C'est ça le point de vue que j'assume, et c'est ça la chose, le petit bilan que je voudrais tirer de cette première phase de notre travail. On ne peut pas répercuter ce qu'on appelle les déclarations officielles. Tout à l'heure, on en parlait, je donne un seul exemple, et après je termine là. On parlait de ce qui se passe au Kivu. On a dit au Kivu, le sang continue à couler. Dernièrement, il y a eu 3 grands massacres dans le grand nord du Nord Kivu, autour de la ville de Beni. Et nous avons la déclaration officielle, et nous avons les plus grands médias français qui dit que les responsables de cette tuerie sont les militants ou les miliciens ou les combattants de l'Alliance des forces démocratiques, l'ADF, qui est un groupe de rebelles ougandais qui depuis 1994 est établi dans le grand nord du Nord Kivu, dans les montagnes du Rwenzori. Cette affirmation, ça vient à partir des déclarations du porte-parole du gouvernement congolais qui pointe les doigts contre ces groupes. Or, un minimum de travail aux sources, un minimum d'analyse, un minimum de recherche exclut, conduite dans la ville de Beni et aussi dans le Nord Kivu et aussi dans l'ensemble de la République démocratique du Congo et aussi donnant un coup d'œil à toutes les informations disparates qui arrivent, exclut catégoriquement le fait que les ADF NALU sont les responsables de ces massacres. Donc après, on parlait au-delà, on peut envisager d'autres pistes, on peut essayer de comprendre qui sont les responsables, on a une idée précise et ça sera probablement l'objet de la première dépêche qu'on va publier à la reprise du travail de l'agence d'information. Je vais dire par là que ce n'est plus possible de donner l'information en répercutant ce genre de déclarations officielles. C'est pour cela que nous, par exemple, en tant qu'agence, on a établi un réseau de correspondants
on va vérifier chaque fois les sources. C'est très très difficile qu'on puisse donner une information à travers une seule source. Bien sûr, après il y a le droit de l'analyse personnelle. On connaît parmi nous, il y a ceux qui connaissent la situation, qui l'étudient jour par jour depuis une vingtaine d'années ou depuis 10 ans. Et c'est évident que ce suivi, ça peut aider à choisir entre éventuellement des hypothèses différentes. Il y a aussi les convictions qui se forment, ça je ne l'exclus pas, ça fait partie du travail, ça fait partie de l'information, mais il faut travailler en essayant de comprendre ce qui se passe sur place et en essayant d'avoir des informations sur place, des informations différentes, des informations surtout venant de tous les camps. C'est ça qui est intéressant parce que nous pouvons profiter aussi d'informations qui viennent soit du camp de la société civile, soit des groupes rebelles elles-mêmes, soit des institutions internationales. Et on essaie de faire la part des choses, on essaie de faire les tri, on essaie de voir comment les choses se recoupent. Et parfois c'est étonnant comme la vérité, comme on arrive à trouver, à mettre en évidence la réalité des faits. Voilà, je pense que ce discours sur l'information est très important par rapport au monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, avec toutes ces interventions internationales, avec tous ces phénomènes derrière lesquels on sent très souvent l'odeur de la manipulation. Voilà, moi c'est tout ce que je voulais dire. On aura un deuxième rendez-vous à part celui-là, qu'on va organiser mieux par rapport à comment on a organisé celui-là d'ici une dizaine de jours. Et j'espère qu'on se reverra avec une assistance un peu plus vaste pour faire un débat très nourri, mais on peut recommencer aujourd'hui aussi. Oui, est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas, on est là pour ça. Oui, moi j'en ai une. Quand vous parlez du principe de neutralité de l'ONU qui est mis à mal, est-ce que vous pouvez nous donner un ou deux exemples et ensuite nous dire pourquoi est-ce que l'ONU qui est censée être une force neutre ne l'est pas, ne l'est plus? L'exemple, c'est par rapport il y a plein d'articles là-dedans, vous verrez, mais je vais vous avancer la chose. Jean, c'est ce qui s'est passé au Kivu exactement. On a, avec la résolution de 1098 de février 2013, on a établi le déploiement de la FIB, Force Intervention Brigade, une brigade d'intervention supplétive aux forces de la MONUSCO qui étaient déjà sur place, environ 20 000 hommes, qui était censé s'attaquer à un groupe rebelle qui s'appelle M23 et que c'est une filiation d'une autre rébellion qui avait eu lieu au Kivu à partir de 2004-2005, officiellement en tant que CNDP en 2005, voilà, qui s'appelait CNDP, Comité national pour la défense du peuple. On avait dit que cette brigade devait s'attaquer à ces groupes-là. Donc la brigade, elle a combattu avec l'armée régulière à partir de fin juillet. Elle s'est battue contre les soldats de l'armée révolutionnaire congolaise, qui est la branche armée du mouvement du 23 mars. Ça, c'est une chose. Mais après, il y a aussi une deuxième chose, qui à ce moment-là, comme vous me posez la question, je ne peux pas m'empêcher de la souligner, que cette brigade, elle aurait dû s'attaquer aux autres groupes armés, et ça ne s'est pas passé comme ça. Tout d'abord, les FDLR, et les FDLR n'ont jamais été attaqués, il y a des raisons qu'on verra, et après, ils ont peut-être soutenu dans l'effort de guerre l'armée congolaise, quand cette dernière, elle s'est attaquée à la fameuse ADF Nalu, en janvier. Le mois de mars, il y a eu un communiqué officiel de l'armée qui disait que les ADF Nalu, ça y est, c'était fini. On avait pris la dernière base sur le Rwenzori, donc le groupe n'existait plus. Maintenant, le même groupe est pointé du doigt, accusé d'avoir fait ces massacres. Nos informations, nos correspondants sur place, ils nous disent que quand le général Baumba, Lucien Baumba Mbamba, de la 8e raison militaire, il me semble, de la 10e,
voilà, Voilà, exactement, elle est venue sur place à faire des réunions avec son homologue de Kampala, parce que ce sont des rebelles ougandais, c'est de cette alliance-là. Apparemment, l'ADF avait repris toutes les bases qu'auparavant l'armée congolaise avait conquis. Maintenant, donc, vous voyez, la chose elle est plutôt floue. Les groupes armés ils sont en très très bonne santé dans le nord de la Sud-Kivu, contrairement aux populations civiles qui ne peuvent pas être en très très bonne santé parce qu'ils subissent systématiquement des violences. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Que les agissements des Nations Unies à travers ces nouveaux outils qu'ils se donnent, comme la brigade, ne sont pas simplement de nature à changer les rôles et la fonction des Nations Unies, mais sont aussi motivés politiquement. Parce qu'en réalité, le choix d'assumer comme priorité exclusive l'M23, c'est un choix précis basé sur le fait que l'M23, c'était le seul groupe, c'était une organisation politico-militaire structurée qui avait par d'opposition au président Kabila, qui est le président qui est soutenu par toute la communauté internationale. Et ce n'est pas la même chose, par exemple, en ce qui concerne les FDLR, qui sont depuis une vingtaine d'années les alliés de ce même pouvoir. Nous avons des informations qui viennent de l'intérieur des Nations Unies, selon lesquelles M. Kobler, qui est l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies à la République démocratique du Congo, et en tant que tel, il dirige la mission onusienne en République démocratique du Congo, la MONUSCO. Il dit dans les réunions inter, il déclare publiquement, maintenant la dernière déclaration qu'il a fait, il a dit que le 15 février, on va s'attaquer aux FDLR. À mon avis, ça doit être la 100e déclaration que j'entends dans ce sens-là, depuis que je m'occupe de ces dossiers, chose qui ne sera pas faite, certainement, mais c'est Kobler, dans les réunions internes de la MONUSCO, il dit à ces officiels et officiers de la MONUSCO qui réfléchissent et qui lui posent des questions, il y en a, et parfois il y a eu même des épurations. Parce qu'il ne faut pas penser que toutes ces opérations, ça se passe en douceur. Il y a des gens qui ont été épurés de la MONUSCO, envoyés dans les autres missions, en Centrafrique, au Mali et tout, parce qu'ils se sont posés des questions par rapport aux agissements de la MONUSCO. Mais c'est Kobler, il a affirmé, mais pourquoi vous voulez qu'on s'attaque aux FDLR et quand nous, on est les alliés du gouvernement congolais et les FDLR sont les alliés du gouvernement congolais. Ce qui est tout à fait vrai, logique et raisonnable. Voilà, donc je crois d'avoir répondu à la question. À la première partie de la question, mais quand je dis pourquoi alors comment ça se fait que la MONUSCO et le gouvernement se sont plus ou moins imbriqués Pourquoi la MONUSCO s'implique à côté du gouvernement? Voilà. La MONUSCO s'implique aux côtés du gouvernement parce que la MONUSCO, c'est l'expression des Nations Unies, et l'expression des Nations Unies, et les Nations Unies sont l'expression de la volonté de ceux qui dirigent ce monde, des grandes puissances, aussi des puissances régionales, attention. Parce que cette nouvelle forme de gouvernance mondiale, qui a commencé à se mettre en branle après la fin du bipolarisme pratiquement, c'est une forme de gouvernance mondiale qui est génétiquement occidentale, mais qui n'est pas qu'occidentale, parce qu'elle implique, elle invite au fur et à mesure d'autres acteurs qui sont des acteurs régionaux. Dans le cas de la République démocratique du Congo, le maintien au pouvoir du président Kabila coûte qui coûte, avec un soutien que selon nos interlocuteurs qui travaillent dans ces institutions, ils ont utilisé cette expression, nous donnons un soutien sans limite au président Kabila. Donc ce sont les grandes puissances comme les États-Unis, la France, dans le cas de la République démocratique du Congo, la Belgique a un rôle très très important, mais aussi les puissances régionales comme l'Afrique du Sud, comme la Tanzanie et quelque part comme l'Angola. L'Afrique du Sud, elle a des intérêts commerciaux très très importants avec la République démocratique du Congo et elle est en première ligne.
Elle est en première ligne parce que c'est l'un des pays qui a fourni les troupes pour la brigade et qui s'est battu à côté des FARDC. C'était une petite armée formée par le Malawi, la Tanzanie et l'Afrique du Sud. Sans compter que la Tanzanie, depuis toujours, c'est un pays allié des FDLR, et que donc on ne voit pas, pour cette autre raison aussi, comment la brigade dans laquelle les militaires tanzaniens jouent un rôle important autant que les autres pourrait s'attaquer à un groupe qui est l'un de ses alliés. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut tenir en considération. Et ça, ce ne sont pas des choses secrètes, hein. Ça ne fait pas partie d'un travail d'enquête particulier qu'on a fait. Hein. Ce sont des déclarations publiques du président Kikwete qui soutient les FDLR et qui héberge les FDLR, contrairement à l'accord cadre d'Addis Abeba, qui établit qu'il ne faut pas soutenir les groupes rebelles qu'un pays ne doit pas soutenir un groupe rebelle de la sous-région. C'est pour ça que le Rwanda il a été souvent sur le banc des accusés, parce qu'il a été accusé, on verra qu'est-ce qu'on en pense dans ce bouquin, de soutenir l'M23 et de soutenir au fur et à mesure toutes les rébellions de l'Est contre Kabila. Donc, dans cet accord cadre, on a dit que les pays de la sous-région ne devaient pas soutenir les autres rébellions, mais les moments où le président tanzanien Kikwete affirme publiquement son soutien aux FDLR, il fait une déclaration qui est contre cet accord cadre. Donc c'est une situation très complexe. C'est une situation très complexe qui demande un exercice permanent de l'attention. Les choses changent, évoluent et tout, et sont loin d'être terminées. Parce que la violence, des petites guerres, des petits affrontements entre les FARDC et des groupes ont lieu au Kivu, et surtout les victimes, on continue à comptabiliser les victimes. La sécurité n'est pas assurée pour les populations civiles, et l'État n'a pas le contrôle du territoire dans cette région de l'Est. Je peux poser une question? Luigi, je suis originaire du Kivu, moi-même, tout ce que vous venez de dire, je l'ai vécu. Aussi bien à Bukavu qu'à Goma, mais j'ai toujours une question que je me pose. Peut-être que vous... Est-ce que vous pouvez vous présenter Je m'appelle Deona Mujimbo, je suis journaliste, écrivain, congolais, mais pour le moment réfugié en France depuis 5 ans. Donc, je suis originaire du Kivu. Tous les événements qui sont passés au Kivu, je les ai vécus. J'ai même écrit des livres là-dessus, des reportages et tout. J'ai fait des reportages dans tous les coins du Kivu, au nord et au sud Kivu, dans les villages les plus reculés et tout. Mais comme beaucoup de membres de la population, on s'est toujours demandé qu'est venue faire la mission des Nations Unies au Congo. Parce que, comme vous dites, ils sont alliés des FDLR qui font semblant de combattre. Et en plus, ils sont là depuis décembre 1999, ils dépensent $1 million par jour pour leur fonctionnement, mais la sécurité n'est pas assurée. C'est une mission de la paix, mais il n'y a pas la paix au Congo. Personnellement, parce que je suis du Kivu, il y a toujours eu, vous le savez, des villages attaqués par des FDLR et d'autres groupes armés. Et nous, les journalistes, on allait toujours sur le terrain le lendemain des massacres, c'est un exemple. On demandait aux gens des Nations Unies, qui ont des armes hyper sophistiquées sur place, des hélicoptères de combat dernier cri, des chars et tout. On leur demandait, est-ce que vous avez entendu, vous êtes au courant que tel village a été attaqué? Et leurs camps fortifiés ne sont jamais à plus de 4 ou 5 km des villages attaqués. Ils nous disaient, non, on a entendu toute la nuit des gens, des femmes qui criaient, des enfants et tout. On a vu sur les hauteurs les flammes, des cases qui brûlaient, mais il vous sortait un papier, je suis témoin, nous sommes une mission d'observation. Je pense que c'était la mission d'observation des Nations Unies. Ils nous accompagnaient sur le terrain pour compter les cadavres et les cases brûlées. Ils faisaient rapport à M. Kofi Annan, aujourd'hui à M. Ban Ki-moon. Personnellement, je revenais d'un reportage, c'est pour un peu illustrer ma question.
Je revenais personnellement d'un reportage, vous savez, chez nous, les routes, elles sont c'est pas des vraies routes. J'allais à un reportage partout, je revenais de Baraka, au bord de l'océan, enfin au bord du lac Tanganyika, en moto-taxi. Et en traversant un village du côté de Londres, je crois, il y avait un attroupement. Tous les villageois qui avaient fait un brancard pour ramener une femme à terme. La poche d'eau avait explosé, donc il fallait amener cette femme d'une quarantaine d'années à l'hôpital, qui était à 4 km sous la route. Et là, j'ai fait arrêter le chauffeur de taxi, moto. Et juste à ce moment, on voit un 4x4 de la mission des Nations Unies qui venait, mais à toute allure. J'ai demandé à mon chauffeur de mettre sa moto en travers de la route. Le 4x4 s'est arrêté. On a demandé, ils allaient en plus de la même direction. Il y avait un chauffeur noir et un monsieur blanc à côté. On a demandé s'ils pouvaient nous aider à amener cette femme à l'hôpital, qui était à 4 km, l'hôpital de Nundu. Il a sorti un papier, personne qui n'est pas membre de la mission des Nations Unies ne peut monter dans cette voiture. Cette femme est morte sous mes yeux. Okay? C'est un exemple entre mille. D'où la grogne de la population. Parfois, il est arrivé qu'on jette des pierres à la Monique et tout. Les gens se demandent qu'est-ce qu'ils sont venus faire. J'ai dit tantôt que maintenant, ils sont là, il n'y a pas la paix. Ils organisent des matchs de football entre villageois. Les Pakistanais, ils islamisent à tout va les villages, ils sont en vacances et tout. À cette heure, je vous dis, tous les militaires uruguayens, ils sont ivres morts avec des petites filles et tout, ils sont en vacances. Bon, qu'est-ce que d'après vous, ils sont venus faire au Congo? C'est la question que je me suis posée toujours, mais j'aimerais que quelqu'un me donne une réponse. Tu connais la réponse? Non. Tu me poses la question à moi, mais tu connais la réponse. Non, mais j'aimerais comme ça un partage que... Non, parce que la réponse, elle est évidente. La MONUSCO, elle est venue garantir l'ordre qui a été construit à Sun City et ensuite a assuré cet ordre-là. Parce que la MONUSCO, tu as bien fait l'historique, elle est venue en 99, ils se sont déployés. Voilà, Sun City, qui a clôturé des dialogues intercongolais, c'était en décembre 2002. Février 2002, Sun City. Enfin, Pretoria, et après, oui, voilà. Et après, donc, à partir de ce moment-là, un choix a été fait, et c'était le choix Kabila. 1+4, le gouvernement 1+4. Si, mais avec la perspective d'assurer l'élection de Kabila. Oui. C'est ça le choix qui ont fait les Nations Unies. À ce moment-là, si on pose la question, avec toutes les analyses qu'on a fait, la RDC, c'est un réservoir de matières premières qui sont aujourd'hui indispensables pour les pays super développés, pour les pays en voie de développement. Numéro un, la raison n'est pas qu'économique, dirait Bruno, non. Il y a aussi une question géostratégique de la position dans laquelle se trouve la RDC. Donc, Kabila est considéré comme un allié. Kabila assure une certaine fidélité à l'Occident, malgré qu'il se chamaille souvent avec les puissances occidentales, mais ce sont des disputes entre, pour utiliser un terme vulgaire, entre complices, entre alliés, disons, d'une manière plus politiquement correcte, et il assure surtout la fourniture des ressources à vil prix. La chose, c'est très, très évident, il n'y a pas d'autre chose. Ceci dit, parfois, certaines affirmations semblent relever du militantisme, mais sont la vérité. Il n'y a pas d'autre raison. Bien sûr, c'est très complexe. La chose, elle est beaucoup plus complexe, mais au fond, c'est ça. Donc on peut résumer, disons, en disant que la mission des Nations Unies est venue pour maintenir Kabila. Absolument. C'est la vie de beaucoup de gens. Absolument, elle est là pour maintenir Kabila. Ceci dit, après, les responsabilités sont partagées
parce qu'il y a cette histoire aussi que parfois elle est gênante, et tu la connais malheureusement mieux que moi, que parfois nos frères là-bas sont portés à donner la faute aux autres. Ce qui est vrai, Oui. comme on est en train de dire. Mais les responsabilités sont aussi locales.